Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. C'est une étude du CNRS qui vient d'être publiée et qui fait couler beaucoup d'encre. Une étude réalisée par les sociologues Anne Muxel et Olivier Galland. Cette étude menée pendant 2 ans auprès de 7000 lycéens des académies de Lille, Paris, Créteil, Versailles, Aix-Marseille et Dijon fait peur quand on analyse les résultats. Ainsi, 32% des jeunes musulmans pensent que la religion a raison contre la science sur la question de la création du monde et 64% pensent que l'homosexualité n'est pas une façon comme les autres de vivre sa sexualité. Pire, 70% ne condamnent pas les auteurs des attentats de Charlie Hebdo et d'Hypercacher, tandis que 20% pensent qu'il est acceptable de combattre les armes à la main pour sa religion. Comment expliquer ces chiffres chez des jeunes gens nés et éduqués dans les écoles publiques d'un État, faut-il le rappeler, théoriquement laïque? Y a-t-il une tentation radicale chez les jeunes Français musulmans? C'est la question qu'on va se poser ce soir dans Prenez la parole sur Sud Radio de 19h à 20h. Y a-t-il une radicalisation? C'est mieux avec le micro ouvert des jeunes Français musulmans. C'est la question effectivement qu'on se pose jusqu'à 20h dans Prenez la parole. Sud Radio, parlons vrai. 0826 300 300 pour intervenir, pour poser vos questions à nos invités. Ce soir, nous sommes avec Asif Arif, avocat, auteur notamment d'outils pour maîtriser la laïcité. C'est aux éditions La Boîte à Pandore. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Et Malik Bezou, essayiste, auteur du livre France Islam, le choc des préjugés. C'est chez Plan. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous également d'être avec nous, Philippe David. 2 ans d'enquête auprès de 7000 lycéens des académies de Lille, Paris, Créteil, Versailles, Aix-Marseille et Dijon. Une enquête menée par le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. On ne peut pas dire que c'est pas une enquête pas sérieuse et pas menée à fond, Asif Arif. Je pense qu'il faut regarder plusieurs choses. C'est pas parce qu'il y a le tampon CNRS que c'est fini, il n'y a plus de contestation possible et imaginable. Je veux dire, CNRS, c'est pas le bon Dieu. Vous me passerez sans mauvais jeu de mots. Vu le débat, le CNRS, c'est pas parole d'évangile, ce que vous voulez dire. Voilà. Donc, d'abord, il y a c'est un premier constat à poser. Ensuite, le deuxième, je pense qu'au-delà du fait que ce soit balisé par le CNRS, il faut se poser la question de la méthodologie. Comment ces chercheurs ont fait pour aboutir à ces résultats? Maintenant, moi, j'ai écouté effectivement un des chercheurs. Je pense qu'on a axé beaucoup ces recherches sur l'islam, mais c'est la radicalité au sens général qui est visée. Je crois que dans ce livre, il y a également la radicalité politique qui est mise en avant. Il y a également la radicalisation des discours politiques qui est mise en avant. Donc, absolument. On va parler de tout. On va parler de tout. Mais moi, je pense qu'au-delà de la question CNRS ou pas CNRS, c'est vraiment la question de la méthodologie qu'il faut se poser. Quelle est la méthodologie qui a été suivie par les chercheurs? Malik Bezou, auteur de France Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb. C'est une étude sérieuse. Alors, le CNRS, Asif Arif, a dit que c'était pas parole d'évangile. C'est quand même pas de la poudre de perlimpinpin pour faire du Macron. Alors, moi j'ai une formation CNRS. Je suis physicien des particules. Et donc, mettez-vous d'accord, surtout. Donc je serais plus réservé par rapport à mon voisin. Ce n'est pas du corporatisme. Non, les gens du CNRS, il y a une vraie rigueur, c'est des scientifiques à part entière. Sauf qu'on est dans le domaine, moi je viens des sciences dures, physique, mathématiques, physique des particules, c'est des sciences exactes. Là, on est dans le domaine de la sociologie, on est dans les sciences humaines, l'interprétation est plus large. Et c'est aussi toute la problématique de cette étude. C'est l'interprétation des résultats. Il y a aussi la méthodologie, effectivement, qui pose question. Mais n'empêche que les 2 chercheurs qui sont membres Anne Muxel et Olivier Galland. Tout à fait, qui sont donc sociologues au CNRS, expliquent que les 2 tiers des personnes interrogées ne sont pas concernées par ces phénomènes de radicalisation. Donc c'est 1 tiers. Donc il faut raison garder et revenir donc aux chiffres qu'indiquent donc les 2 chercheurs du CNRS qui ont donc écrit ce livre. C'est 1 tiers des personnes qui rentreraient dans ce registre de la radicalité. Sauf que la question est comment définit-on la radicalité et tout est là. Eh bien justement, c'était la question suivante. Vous n'avez pas lu ma préparation, j'espère. Alors, les auteurs ont défini la radicalité par, je cite, un ensemble d'attitudes et d'actes exprimant à minima une protestation et pouvant aller jusqu'à la contestation frontale du système politique ainsi que des normes sociales et culturelles dominantes. Qu'est-ce que vous en pensez, Asif Arif? Et vous, quelle est votre définition de la radicalité? Moi, je trouve que c'est une définition qui pourrait se prêter également à la définition de la liberté d'expression. Imaginons une seconde le principe même de la liberté d'expression.
exprimer une protestation contre quelque chose, qui peut prendre la forme d'un écrit, d'un dessin, ou peu importe, et qui serait contre le pouvoir, contre une organisation, ou quelque chose dans ce sens-là. Donc, la définition qui donne de la radicalité, la liberté d'expression peut être tout aussi radicale dans sa façon de faire, ou dans sa façon de proclamer cette liberté. Donc, je trouve que c'est une définition assez large, d'abord. Franchement, toute protestation, vous imaginez, je proteste contre n'importe quoi, je suis radical. Je crois qu'il y a aussi un travail de pédagogie qui était à faire. Au-delà du fait de faire la promotion de son bouquin, il faut également rappeler aux deux auteurs qu'aujourd'hui, le radicalisme ou la radicalité, elle appelle nécessairement les problèmes de radicalisation dans le fait religieux, justement. Les deux auteurs, on le souligne, Philippe David, qui n'ont pas répondu à notre invitation, puisqu'on leur a proposé ce débat et il est resté, les invitations sont restées lettres mortes. Donc, d'accord. Voilà, ils sont face aussi à leurs responsabilités pour cela. Il y a une question aussi qui se pose, mais on y reviendra sans doute. Malik Bezou, vous parliez de cette importance à apporter aussi à la réalité de l'enquête siglée CNRS, comme le disait Azif Arif. C'est la question de la sociologie. Est-ce qu'on a l'impression qu'on taxe un petit peu tout et n'importe quoi aujourd'hui d'enquête sociologique, et que celle-ci est une espèce de fourre-tout un petit peu où viennent se mêler beaucoup d'idées reçues ou préconçues? Oui, alors, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le problème, c'est le concept même, la définition de la radicalité. Qu'est-ce qu'on entend par radicalité? Qu'est-ce que ça couvre au fond, Alors, votre définition de la radicalité à vous, c'est quoi? On a entendu celle d'Azif Arif. Je me permets juste pour bien être clair, les physiciens, par exemple, expliquent ce qu'est une étoile, ce qu'est un électron. Et il y a même les radicaux libres. Et les radicaux libres, qui sont pas très bons pour la santé, d'où l'intérêt de manger de la nourriture riche en oxydants. Ce sont des tueurs de radicaux libres. C'est bien, ça ressort les cours d'il y a quelques années. Voilà, chimie, etc. Mais donc, en sciences exactes, c'est beaucoup plus simple, effectivement. Il n'y a pas d'ambiguïté. On sait comment on qualifie les choses. Là, on est dans les sciences humaines, c'est plus compliqué. Et la radicalité couvre énormément de choses. Et donc, par exemple, les gens de Civitas, les jeunes, intégristes, catholiques traditionnalistes, etc., sont-ils radicaux? Bon, qu'est-ce que la radicalité? Donc, les chercheurs... J'ai vu quelques vidéos du truc qu'ils ont organisé, je peux vous garantir que oui, ils sont radicaux. Là, j'ai aucun doute là-dessus. Oui, il y a une radicalité religieuse, effectivement. Donc là, nos deux chercheurs CNRS définissent la radicalité. En tout cas, ils la définissent pas. Ils utilisent des indicateurs, pour être précis. Ils utilisent essentiellement 3 indicateurs. Et là, il y a débat. Il y a débat. Et notamment, ils considèrent comme un des indicateurs, l'absolutisme religieux. Alors, ils définissent l'absolutisme religieux comme la tendance à considérer la croyance en les principes religieux supérieurs à la science. Bon, mais est-ce que ça relève de la radicalité ? Est-ce que ça relève vraiment de la radicalité? Parce que c'est ce qui est trompeur, si vous voulez. Parce que dans l'esprit des gens, vous allez interroger les gens dans la rue. Pour eux, quelqu'un de radical, c'est quelqu'un qui prend les armes, qui est prêt à tuer, à égorger, etc. C'est ça un radical. Maintenant, des gens tous les adeptes des théories dites fixistes, vous savez, celles qui rejettent... Complotistes? Non, fixistes, concernant l'évolution. D'accord, j'avais prévu d'en parler après. Ah, d'accord. Alors, non, mais juste un mot. Il y a des pans entiers de croyants qui considèrent que les théories darwiniennes sont infondées. Et ils ont tendance plutôt à considérer que la théorie du créationnisme, du fixisme, plutôt que l'évolutionnisme. Voilà. Là, on est dans l'absolutisme religieux. Et est-ce que pour autant, on pourrait considérer, si on se fiait aux études donc de ces deux chercheurs, que ces gens sont des radicaux? Ça relève, à mon sens, plutôt de la liberté d'opinion. Ouais. C'est pas de la radicalité au sens où le commun, les citoyens l'entendent. Non. Azif Arif voulait réagir. Je vous voyais vouloir réagir. En fait, en fin de compte, Malik Bezou, il dit quelque chose de très vrai. Il ne faudrait pas qu'avec ce terme de radicalité, qui est une sorte d'anathème que l'on colle aux gens, on empêche la liberté d'opinion et de pensée. Vous parliez tout à l'heure de ces personnes qui parlent d'homosexualité en estimant que ce n'est pas, je ne sais plus quels sont exactement vos termes. Exactement, ce n'est pas une façon comme les autres de vivre sa sexualité. Ce n'est pas une façon comme... Prenons cet exemple-là et seulement cet exemple-là. Effectivement, il y a des personnes qui vont penser cela. Mais est-ce que pour autant,
On doit estimer que c'est une position radicale ou est-ce qu'on doit estimer que c'est une position religieuse? Et vous avez fait le lien justement avec l'État laïque. Mais l'État laïque, c'est justement ça, c'est une incompétence en matière religieuse. Donc les personnes doivent pouvoir s'autodéterminer de par leurs opinions, de par leur conscience. Après, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est leur propre opinion, c'est leur propre conscience, mais de là à en faire des radicaux, je trouve que le terme est un peu fort. Mais vous comprenez qu'Azif arrive qu'un tel discours, notamment sur la question toujours aussi épineuse de l'orientation sexuelle, alors que ça devrait normalement passer, on devrait un peu passer outre en 2018, mais bon, elle se pose encore et on le voit, elle pose encore problème visiblement en France en 2018. De tels propos peuvent quand même porter à confusion et se rapprocher d'une certaine forme de conservatisme qui peut inquiéter chez des jeunes gens. Mais que le conservatisme inquiète certaines personnes, c'est très bien. Je veux dire, si au nom du progressisme, je veux dire au sens civil, la loi a été passée. Il y a la faculté pour les personnes homosexuelles de s'épanouir dans notre société. Il n'y a pas de discrimination qui sont liées à votre orientation sexuelle. Et ça, c'est très heureux parce que en termes civils, on ne devrait pas discriminer. Mais maintenant que des personnes se mettent dans une religion et croient moralement, pour X ou Y moral, je veux dire, c'est pas la question, qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, c'est leur liberté d'opinion également. Que ça puisse inquiéter ces conservatistes puissent inquiéter certaines personnes, écoutez, c'est comme ça, mais il faut faire avec. On est dans une société qui quand même est une société démocratique et libre. Et quand les jeunes comprennent ou alors justifient le fait que Charlie Hebdo se soit fait attaquer, ils disent oui, mais en même temps, il l'avait un petit peu cherché, ça vous paraît pas non plus choquant? Ici, évidemment, que là, je crois que, regardez, je pense que si ces personnes-là ont un tel discours, il y a peut-être un problème dans leur éducation personnelle. C'est-à-dire qu'au niveau de l'éducation, on ne les a pas éduqués sur ce qu'est la liberté d'expression, ce qu'est le fait d'assassiner quelqu'un, parce que ça va très loin. Je crois qu'ici, l'éducation nationale, elle a un rôle à jouer. Je veux dire, c'est à l'éducation nationale de faire preuve de contrebalancer le discours que l'on peut avoir au niveau de la famille, etc. Et pour avoir un discours qui est plus rationaliste. Et de dire que, évidemment, que vous ne pouvez ne pas être d'accord avec des caricatures de Charlie Hebdo ou peu importe, mais c'est un autre débat, mais on ne peut pas tenir de tels propos face à la mort, quelle que soit la personne qui l'a subi. On va y revenir, on va au standard de Sud Radio, vous prenez la parole, 0826 300, on est en ligne avec Samy qui nous appelle de Clamart. Bonsoir Samy. Bonsoir Samy. Oui, bonsoir tout le monde. Alors moi j'ai entendu juste 10 minutes avant le débat qui se déroulait au sujet de la radicalité. Je voulais donner mon avis là-dessus, c'est que je pense qu'on ne peut pas non plus aller dans tous les sens et se baser par exemple sur la théorie de Darwin pour dire que quelqu'un est radical ou pas. Je m'explique. Quelqu'un qui est bouddhiste, il croit en la réincarnation. Oui. C'est pas pour autant qu'il est radical. Donc je suis désolé. C'est ce que Azif Arif nous disait, oui, effectivement. Oui, voilà, ça n'a pas de sens. Par contre, je pense qu'il faut vraiment repositionner le débat. Et il y a des signes qui ne sont pas trompeurs sur la radicalité. Et moi-même, en tant que musulman, je peux l'affirmer. Quelqu'un qui est homme, qui ne veut pas se faire soigner par un médecin femme, là oui, c'est un signe de radicalité. Une femme qui ne veut pas se faire soigner par un homme, ça c'est de la radicalité. Quelqu'un qui fait porter le voile à ses filles mineures, où on empêche sa femme d'aller travailler, ou l'oblige à porter le voile, ça c'est quelqu'un de radical. Quelqu'un qui traite en fait les gens d'une autre religion de mécréants. Ça, c'est quelqu'un de radical. Quelqu'un qui se soustrait à la société, tout simplement. Qui ne va pas dans les discothèques, qui ne va pas dans les concerts. Il veut pas, en fait, vivre comme nous. Là, c'est quelqu'un de radical. Mais par contre, la théorie de Darwin, je suis désolé. On a trouvé le squelette le plus ancien de la planète au Maroc il y a 7-8 mois, qui date d'il y a plus de 300 000 ans et qui a remis en cause la notion d'Australopithèque. Donc, du néandertalien, d'homme de Néandertal. Voilà. Donc du coup, on peut pas se baser là-dessus. Là, on part un peu dans tous les sens. Je voulais juste rectifier ça, avec tout le respect que j'ai pour l'intervenant qui a mis le doigt là-dessus. Mais Samy, je peux vous poser une question? Vous avez dit, oui. Je suis musulman. Vous êtes musulman pratiquant ou non pratiquant? Pratiquant, oui. Je fais mon ramadan normalement. Je suis professionnel de santé, je soigne des femmes et des hommes. Félicitations.
merci. Je fréquente les endroits où il y a des femmes et des hommes. J'ai une fille, bon, elle est très petite, mais non, elle porte pas le voile. Ma femme ne porte pas le voile, et c'est pas pour autant que on trouve l'équilibre entre vivre en communauté avec tout le monde, en étant citoyens normaux comme mais vous, comme tout le monde. Comme bon nombre, Samy, de Français musulmans. Est-ce que vous constatez, je dirais même comme 5 millions. Est-ce que vous constatez, oui, c'est d'ailleurs ce que Daniel Marian avait indiqué au lendemain des attentats du Bataclan. Mais bon, il fallait fraterniser avec 5 millions de musulmans pour laisser les terroristes un peu à la porte de ces idéologies. Et on la salue, on salue son discours. On vous écoute, Samy. Si je peux me permettre, on ne peut pas aujourd'hui, d'ailleurs ce qui me trouble moi et m'agace, et vraiment me met en colère. Je suis en plus fils d'un militaire. Donc moi, quand je vois l'histoire du lieutenant-colonel Beltrame, j'ai la rage. Ça me fout la haine parce que je connais la grandeur des militaires et des gendarmes. Je connais les valeurs qu'ils portent en eux. Donc du coup, ce qui me trouble, c'est que souvent ces gens-là qui veulent nous représenter, qui parlent au nom d'une religion, ils la connaissent même pas et ils ont des casiers longs, des kilomètres de casiers. De grâce. Il faut un retour à la raison, il faut appeler chat un chat, et il faut de la fermeté. Une dernière question, Samy, juste une dernière question concernant l'âge des personnes qui sont étudiées dans ce livre, La tentation radicale. Est-ce que, pour vous, il y a un réel problème, peut-être de culture ou d'enseignement ou d'éducation face à des jeunes qui, aujourd'hui, peuvent s'informer un peu n'importe où, n'importe comment? Moi, je dirais même notamment par Internet. Oui. Surtout par Internet, oui, effectivement. Oui. Alors, il y a la faute à Internet. Il y a aussi un problème de l'histoire. Quand on prend l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les parents, souvent, de ces jeunes sont des gens qui n'ont jamais été à l'école et qui sont restés sur un idéal de leur pays quand ils l'ont quitté dans les années je ne sais quand. Et souvent, ce qui se passe, et ce que j'entends, par exemple, moi, dans le quotidien, en voyant ces gens, en les côtoyant, en entendant ce qui se passe autour de moi, c'est quand le jeune a dévié, il est allé consommer de la drogue, il a un casier, il a des démêlés avec la justice, les parents aussi, souvent, ils sont dans une rhétorique de « il faut que tu retrouves le droit chemin, il faut que tu ailles à la mosquée, il faut que tu fasses la prière, il faut que tu craignes Dieu, il faut que tu respectes les grands ». Mais eux, ils le comprennent de travers, ce message. Ils comprennent quoi? Il faut que tu te soustrais à cette société parce que c'est elle qui porte le mal, en fait. Merci. Et je pense que c'est là où il y a du problème. Alors, on va faire réagir nos invités. Merci beaucoup, Samy. Qui veut réagir en premier? Azif Arif ou Malik Bezou? Très brièvement, oui, il faudra qu'on revienne sur cette définition de la radicalité, parce que là aussi, je suis d'accord avec certains éléments que vient de dire, Samy, avec d'autres moins d'accord, voire opposés. Il faudra à un moment donné qu'on définisse clairement ce qu'est la radicalité, et c'est tout le problème de l'étude incriminée ici, ou en tout cas sur laquelle on discute. Moi, je pense qu'il y a deux éléments rapidement sur lesquels je vais revenir. C'est simplement quand il dit par rapport à Beltrame, lorsqu'il est décédé, qu'il a la haine et qu'il a la rage. Je pense que c'est pas la bonne réponse à avoir aujourd'hui. Au contraire, la réponse qu'on devrait avoir, c'est une réponse de pacification et de réflexion. Ce qu'on doit mener sur nos politiques antiterroristes, un certain nombre de choses, mais il ne faut surtout pas avoir à la même réaction que les terroristes qui, eux, justement, agissent en vertu de la haine et de la rage. Et par ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur Samy, sur le fait que on n'est pas représenté par des terroristes en France, les musulmans. Les musulmans ne sont pas représentés par des terroristes. Ah, mais il n'a pas dit ça. C'est ce qu'il dit, parce qu'il dit indirectement que, en fait, quand on est représenté par des gens qui ont des casiers longs comme le bras, etc., et je pense qu'il faisait référence à ces terroristes qui sont passés par... Il prenait les exemples de ceux qui avaient des casiers longs comme le bras, et les parents disaient, pour que ça aille mieux, va à la mosquée. Voilà. Il disait ça, il parlait pas des terroristes. Voilà. En tout cas, on n'est définitivement pas représenté par des terroristes, donc là, je suis assez d'accord avec, pour le coup, avec Samy. Voilà. On va y revenir jusqu'à 20h. On se pose la question, y a-t-il une tentation radicale chez les jeunes Français musulmans? Vous pouvez réagir, vous prenez la parole. Sud Radio, parlons vrai, 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Et ce soir, dans Prenez la parole, on rebondit sur une étude du CNRS, une étude des sociologues Anne Muxel et Olivier Galland, et on se pose la question de savoir s'il y a une tentation radicale chez les jeunes Français musulmans. Avec nous pour en débattre, Azif Arif, avocat, auteur de Outils pour maîtriser la laïcité aux éditions La Boîte à Pandore, et Malik Bezou, essayiste, auteur du livre France Islam, le choc des préjugés. Malik Bezou, certains résultats
cette enquête interpelle. Si 11% des adolescents interrogés pensent qu'il y a une seule vraie religion, parce qu'il n'y a pas eu que des adolescents musulmans interrogés, bien sûr, et que celle-ci a, je cite, raison contre la science, ce chiffre passe à 32% chez les musulmans. Comment expliquer ce ratio de 1 à 3 entre les jeunes musulmans et les autres ? Question extrêmement, comment dirais-je, très ouverte. Alors d'abord, juste sur le... Ah oui, la réponse, c'est pas oui, non. Là, c'est pas une question fermée. Le fait qu'il y ait... pas un absolutisme, mais un côté exclusif. En général, les religions prétendent à la vérité. Il est rare que des chrétiens vont considérer que c'est les juifs qui ont raison et nous qui avons tort si on est chrétien. Et la même chose pour les musulmans. Les religions monothéistes, par définition, sont dans une approche, je dirais plutôt exclusive, ce qui n'interdit pas la tolérance par ailleurs. Mais chacune a une vision de Dieu et elle considère que c'est celle qui s'approche le plus de la vérité. Donc, en ce sens, c'est pas très étonnant. Alors maintenant, pourquoi, a priori, le sondage semble indiquer que chez les Français de confession de culture musulmane, ce chiffre est 32%. plus élevé. Bon. Qui pensent qu'il y a une seule vraie religion et que celle-ci a raison contre la science. Contre 11% au global. Oui. Donc le premier élément, on vient de le discuter. Le deuxième, concernant le fait qu'il y ait plus donc, de musulmans, a priori, enfin le chiffre concernant les musulmans est plus élevé que celui des chrétiens. Oui. C'est ça. Non, que le global. Globalement. Le global, il y a les chrétiens, les musulmans, les juifs, les athées, les agnostiques, il y a tout. Et les musulmans, c'est 32%. Voilà. Bon, alors, ces jeunes, quelle culture ils ont de l'islam, quelle connaissance ils ont de l'islam? Très souvent, c'est un islam, je dirais, qui vient du Maghreb, qui vient du Moyen-Orient. L'islam classique, et moi je le dis, n'est pas forcément infiniment tolérant. Et je parle bien de l'islam classique. Ne parlons pas du wahhabisme. Mais si vous voulez, dans le monde musulman, il n'y a pas encore une culture de la sécularisation. C'est une réalité, je l'ai écrit dans le monde des religions, je l'ai écrit dans différents médias. Il n'y a pas encore cette... Il y a un travail qui doit être fait de modernisation, de séparation de l'État et de la religion. C'est pas le cas. Du spirituel, du temporel. Tout à fait. Et donc les Français musulmans sont aussi héritiers de cette comment dirais-je de cette relation de l'islam à l'État, de la sécularisation. C'est pas le cas des jeunes chrétiens. Il y a derrière eux il y a les guerres de religion, il y a eu le processus de sécularisation, le siècle des Lumières, la modernité qui est passée par là. On observe aussi, Malik Bezou, un phénomène de une sorte de petite réaction, peut-être un courant un petit peu réactionnaire chez les jeunes catholiques aussi, qui sont présents dans les manifs pour tous, qui sont présents, qu'on retrouve à Sens Commun, à Civitas, et qui luttent aussi contre des droits qui ont été acquis. Donc ce phénomène de radicalité, il se retrouve aussi chez les jeunes chrétiens. Alors, chez certains jeunes chrétiens, pas du tout, ça, j'en pas tout le monde. Oui, alors effectivement. Ce que mon approche là, elle est très, je dirais civilisationnelle. Après, il y a ces questions-là d'ordre identitaire. Chez beaucoup de Français de culture de confession musulmane, l'identité peut prendre aussi le dessus sur la question purement spirituelle de croyance. Donc les choses sont complexes et peut-être la faiblesse de l'étude menée, en tout cas c'est la critique de Patrick Simon qui est sociodémographe et qui critique assez sévèrement le travail donc des deux chercheurs. Dans le monde aujourd'hui. Tout à fait. C'est la définition des indicateurs pour mesurer la radicalité. Qu'est-ce qu'on entend par radicalité? On peut mettre le seuil très bas. Comme disait Samy, ne pas serrer la main d'une femme, c'est de la radicalité. On peut encore, mais oui, mais qui définit de l'importance de définir la radicalité? Qu'est-ce que c'est? Où commence, où s'arrête la radicalité? Oui, le fait de rejeter Darwin. La mesure d'une personne, en fait. Parce que ça fait partie aussi des éléments de radicalité, puisque les scientifiques, les deux scientifiques, dont j'oublie le nom, mais les auteurs et Olivier Galland. Voilà. Considèrent que lorsque la religion s'oppose à la science et que les croyants sont dans cette opposition, ils considèrent que c'est de la radicalité. Moi, je suis pas d'accord. Donc là, il y a un vrai problème de définition de la radicalité, et même concernant les actes de violence. On va en parler après. D'accord. On va en parler. Ce ratio de 1 à 3, Azif Arif, qu'est-ce qui vous inspire? Je pense que c'est... Franchement, je vais vous dire, moi je pense que c'est des débats d'idées.
Vous voyez, aujourd'hui, on a perdu, on ne sait plus comment débattre. Et peut-être que c'est ça le problème de notre radicalité, c'est qu'on a tendance à dire que toute opinion qui est divergente à la nôtre, toute opinion qui est contraire à la nôtre, eh bien, est une forme de radicalité, et on l'enferme dans cette grille de la radicalité pour éviter la discussion. Je crois que à partir du moment où on prend la définition de ces chercheurs, toute personne qui s'oppose à quelque chose est radicale par essence. Alors que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Moi, je pense qu'il faut vraiment, et ne pas oublier, et c'est peut-être le côté juriste qui ressort, mais je pense que vraiment la liberté d'opinion, de pensée, doit primer sur le reste. Après, il y a des idées qui sont dangereuses pour l'ordre public, et à ce moment-là, lorsqu'elles sont dangereuses pour l'ordre public, il y a une loi. Il y a l'incitation à la haine, il y a l'incitation à la xénophobie, il y a plein de lois qui permettent de justement limiter la diffusion d'idées qui seraient contraires à l'ordre public. Et là-dessus, heureusement qu'on les a. Mais et pour moi, c'est ça réellement les idées on constate radicales. quand même que il y a des lois, vous le dites, pour limiter ce type de choses, ces idées, la diffusion de ces idées dangereuses Qui pour sont l'ordre radicales public. pour le coup. Des Oui. idées radicales, certes, mais on constate au quotidien que ces idées, elles passent quand même. Donc la loi ne suffit pas. C'est pas que la loi ne suffit pas, je pense qu'il y a... pour être tout à fait honnête, prenons l'exemple d'Éric Zemmour, par exemple, qui vient sur un certain nombre de radios et qui s'exprime ouvertement. Est-ce que lui n'est pas quelque part radical dans son discours? Pour moi, il est définitivement radical. Après, pour certaines autres personnes, ils vont dire non, il dit vrai, il dit la vérité, il exprime des idées et il exprime des idées de manière convaincue. Et pourquoi ne pas considérer que certains musulmans qui ont des idées assez dures et sur lesquelles on peut s'inscrire en faux? Et évidemment qu'on s'inscrit en faux. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que eux aussi débattent et disent vrai et qu'ils expriment leurs opinions d'une certaine manière? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si après les journalistes les invitent toujours, etc., on ne peut pas reprocher aujourd'hui à l'opinion publique de plus ou moins les écouter. Ils sont sur les chaînes de radio, donc on est bien obligé d'écouter les intervenants que l'on a. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement la loi ne suffit pas, mais peut-être qu'elle n'est pas assez mise en œuvre. Peut-être que la loi qu'on a aujourd'hui, elle est tout simplement pas mise en œuvre, peut-être par laxisme de certaines personnes qui n'ont pas le temps et laissent diffuser ces idées. Alors, je vais donner un autre chiffre. On va rebondir sur ce que nous disait Samy tout à l'heure. Et vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300. 81% des jeunes musulmans estiment que c'est plutôt la religion qui a raison sur la question de la création du monde. Alors, j'ai les chiffres de 2011. C'était l'agence de presse Reuters qui avait demandé à Ipsos de faire un sondage dans 24 pays. Il y avait 75% des Saoudiens qui croyaient la même chose, 60% des Turcs, 57, au Brésil, alors on va prendre des pays pas musulmans, 47%, 56% de Sud-Africains et 40% d'Américains. Est-ce que c'est pas effarant qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes Français d'origine de religion musulmane qui croient à la théorie du créationnisme que de Saoudiens, parce que c'est 81% contre 75%, alors qu'ils sont passés par l'école publique laïque française. Oui. Là, c'est une question, quand j'ai analysé les chiffres, je me suis posé des questions sur l'école publique, soit dit en passant. Alors, sur les... oui, il y a plusieurs éléments, mais c'est vrai qu'il y a une prégnance du religieux dans les pays musulmans. L'islam est plutôt présent, en tout cas plus qu'en Occident, où il y a une processus de sécularisation qui a fait son œuvre, on pourrait dire. Et donc, on a plus de gens qui sont dans des postures salafisantes, en tout cas doctrinaires. Donc, dans les pays musulmans, c'est pas spécialement étonnant, d'autant plus qu'il y a très peu de débats. L'islam est religion d'État en Arabie Saoudite, et puis quelle religion d'État? C'est le wahhabisme, ce qu'il y a de pire, la version la plus sectaire, la plus intolérante de en l'islam. Iran aussi pour l'islam chiite. Oui, tout à fait. Maintenant, pour la France, et là, je rejoindrai les travaux de Hugues Lagrange, qui est sociologue, directeur de recherche, je crois, au CNRS, en tout cas, qui est chercheur dans ces questions de sociologie, et lui, il met en évidence les facteurs, alors d'une part identitaires, mais aussi socio-économiques, et les phénomènes de ségrégation, de discrimination. Tout ça alimente le repli sur soi. Alors Hugues Lagrange utilise une formule très intéressante. Il dit, à défaut de trouver un paradis sur Terre, des jeunes qui sentent que l'environnement est plutôt hostile, vont aller se construire vont réinvestir le champ religieux.
Bon, et ils vont pas le réinvestir de la meilleure des façons parce que sur Internet, on a du salafisme, etc. Et donc, ceci peut expliquer cela. L'offre religieuse aujourd'hui, malheureusement, mondialement, sur les sites Internet, il y a quand même une prégnance moi, ce que j'appelle le wahhabisme. Mais le wahhabisme est une espèce de pieuvre. Vous avez, pourquoi pas le salafisme, mais ça, c'est un vrai problème. Il y a une prégnance du wahhabisme, et le wahhabisme saoudien, ça fait quand même 30 ans qu'il est déversé dans le monde entier. À coups de pétrodollars. À coups de pétrodollars, de milliards de pétrodollars. Et puis, on voit les résultats aujourd'hui dans tout le monde musulman. Asif Arif, il y a plus de jeunes Français musulmans qui croient au créationnisme que de jeunes Saoudiens. Qu'est-ce qu'a fait l'école publique pendant ces 20 dernières années ? Écoutez, je pense, on peut pas jeter encore une fois tous les profs de l'école publique en leur disant. Alors, mais j'ai pas demandé de licencier les 874 000 profs de l'éducation nationale. Il y a peut-être une question de proportion aussi entre le nombre d'habitants en Arabie Saoudite et en France. Je suis pas certain qu'on puisse... Il y a peut-être cette proportion-là, mais franchement, je veux dire que je voyais dans ma bibliothèque d'ailleurs un livre qui était celui de Maurice Bucaille qui justement analyser le Coran à la lumière d'autres trucs et puis d'autres trucs. Attendez, je vais me corriger ici. D'autres livres religieux, pardon. Et par rapport notamment à certains livres scientifiques, et il disait qu'il essayait de comparer un peu le tout. Bon, quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que ces idées-là, elles sont existantes. S'il y a des jeunes enfants qui croient à cela, eh bien, c'est à l'école publique de faire œuvre de pédagogie. S'il y a eu des déficits au niveau de l'école publique, eh bien, il faut les localiser. Il faut peut-être savoir où ces phénomènes sont les plus répétés, parce que ça nous permettrait peut-être de déterminer où est-ce qu'il y a des problèmes. Et à partir de ce moment-là, les traiter. Oui, juste une parenthèse. Une étude menée par l'INED, alors j'ai plus l'année malheureusement, mais montre que plus on a de brassage dans la population française globale, dans toutes ces dimensions ethniques, etc., plus et moins, comment dirais-je, les comportements sectaires sont apparents et développés. Et le drame des banlieues, c'est que la ghettoisation, et ça c'est pas le fait des populations d'origine maghrébine, subsaharienne, etc. On les a parquées, et c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal en termes de brassage d'idées, de brassage de religion. Ça ne contribue pas, si vous voulez, ce facteur de ghettoisation urbaine. Ça tend plutôt, surtout avec une situation de crise économique, etc., avec un sentiment aussi peut-être de discrimination. En tout cas, il est vécu comme tel, alimenter le repli, etc. On va pouvoir y revenir dans un instant, Malik Bezou. Je suis obligé de vous couper, je suis confus. Mais on a jusqu'à 20h pour poursuivre ce débat. Y a-t-il une tentation radicale chez les jeunes Français musulmans? C'est la question qu'on se pose jusqu'à 20h dans Prenez la parole avec Asif Arif et Malik Bezou. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio, 18h-20h. Philippe David, prenez la parole. Et ce soir, dans Prenez la parole, on rebondit sur une étude de 2 chercheurs du CNRS, Anne Muxel et Olivier Galland, une étude qui a duré 2 ans auprès de 7000 lycéens des académies de Lille, Paris, Créteil, Versailles, Aix-Marseille et Dijon. Et on se pose la question de savoir s'il y a une tentation radicale chez les jeunes Français musulmans. Et on va au standard de Sud Radio au 0826 300 300. On est avec Patricia qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Oui, donc en fait, j'appelais pour dire que je réagissais vivement par rapport aux propos. Alors, excusez-moi, j'ai pris l'émission en route, donc je ne connais pas l'identité de la personne qui s'est exprimée tout à l'heure. Par rapport à cette façon de voir cette radicalisation que vous soulignez aussi chez les personnes, les cathos, chez Civitas, les personnes de la Manif pour tous, les personnes du Sens commun, etc., que vous trouvez radicaux, voilà, que vous trouvez qui se sont radicalisés quelque part. Et si vous voulez, moi je trouve ça hallucinant parce que ces gens-là, dont moi je fais partie, on n'a pas fait sauter d'autres personnes. Pour moi la radicalisation, c'est vraiment se couper complètement de la société et vouloir tuer des personnes et créer le chaos total, sanglant, etc. Mais Patricia, ce que vous décrivez, c'est pas de la radicalisation, c'est carrément du terrorisme.
Oui, c'est du terrorisme. Mais ce dont vous parlez, ces personnes, ces musulmans qui se radicalisent et qui tombent dans le djihadisme, c'est du terrorisme. Mais non alors, justement, on parle pas forcément de jeunes Français musulmans qui appellent à mener des actions terroristes ou au djihad. C'est absolument pas justement ça que met en avant l'étude. C'est une radicalisation des idées et de la pratique religieuse, des idées politiques, de la manière dont elles sont amenées. C'est en tout cas ce que la tentation radicale d'Anne Muxel et Olivier Galland met en avant. Voilà, donc c'est de ça qu'on parle ce soir avec Malik Bezou et Asif Arif. Je vous réponds, Patricia, parce que c'est moi qui ai fait cette comparaison avec effectivement une forme de conservatisme, de néo-conservatisme. Oui, mais écoutez, je vais vous citer Henri Ting qui écrit, et c'est quand même un journal qui a voix au chapitre auprès des chrétiens et des catholiques. C'est La Croix qui avait donné la parole à Henri Ting. Henri Ting, autant pour moi. Il n'est pas devenu américain. Non, effectivement, n'importe quoi. Henri Ting, qui disait qu'il y avait un néoconservatisme catholique et qu'il ne fallait pas oublier non plus qu'avant de devenir l'une des églises les plus progressistes au monde, l'église française, elle était avant de toutes les batailles anti-républicaines, anti-dreyfusardes, maurassiennes du pays, de la France. Donc il y avait aussi cette forme de radicalisation et elle revient aussi chez les jeunes catholiques aujourd'hui. Et je vais reprendre une partie. Je ne sais pas, vous êtes de quel... Vous avez parlé, vous êtes de Civitas, de Sens Commun, Patricia ? Je suis ni l'un ni l'autre, mais moi je suis catho-pratiquante, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est votre droit le plus strict. Mais ce que je veux dire... Non, parce que je vais vous prendre un exemple. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée il y a quelques jours d'un congrès de Civitas où il y avait un intervenant qui faisait un discours où il disait qu'il fallait sortir la France du complot judéo-maçonique. Si ça, c'est pas de la radicalité non plus... Mais de la même manière que quand vous avez un évêque de Bayonne, Monseigneur Hayet, pour ne pas le citer, qui appelle à des séminaires pour soigner ou remettre dans le droit chemin des homosexuels, excusez-moi, mais il y a quand même une forme de retour en arrière qui est un poil inquiétant. Là, je vais vous dire quelque chose. C'est qu'on est dans une société qui évolue à une vitesse dingue. Là, les états généraux sur la bioéthique ont fait poser des questions à tout le monde qui ne connaissent pas forcément le sujet pour savoir pour la PMA, entre autres. Procréation médicalement assistée. Si vous voulez, on a des phénomènes de société qui sont dingues aujourd'hui, on est en train de tout transformer. Le problème, il est là. C'est pas véritablement de savoir ce qui se radicalise ou pas. C'est la société, la science, où est-ce qu'elle nous amène. Elle est là la véritable question. Et où est-ce que on veut aller. Et nous, en tant que catho, et moi, en tant que pratiquante, je dis, moi, le fait de pouvoir prendre des embryons, en éliminer certains et en prendre seulement d'autres, parce que ils sous forme de critères de sexe, ou sous forme de critères, parce que bientôt on y arrive, etc., au niveau de la couleur des yeux, etc., parce que bientôt on va en arriver là, je dis non. Je dis, on ne peut pas faire ça. Et ça, pour moi, effectivement, je m'oppose à ça. Et qu'on dise que je suis radicale, je refuse totalement qu'on me dise que je suis radicale, parce que je suis contre cette proposition de la société qui est de former maintenant des enfants sans père. Moi-même, je peux le dire, j'ai pas eu de père. Je sais très bien ce que c'est. On voit dans la société qui clash, ces musulmans dont vous parlez, etc. Il est où le père? La véritable question, c'est il est où le père? Quand est-ce qu'il les a éduqués, ces enfants? Il y a toujours une mère Patricia, à côté des enfants. Patricia, on va faire réagir nos invités. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Patricia? Écoutez, c'est sa liberté d'opinion et de penser. Elle a le droit de penser ce qu'elle pense. Après, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a des idées qui sont dangereuses pour l'ordre public, il faut les éviter. Et à partir du moment où ces idées-là, même si on n'est pas en accord, vous savez, il faudrait pas qu'on aboutisse à une société binaire qui consiste à dire soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Il faut avoir du débat. Et le fait que Patricia soit en train de parler aujourd'hui, ça montre que notre démocratie, elle est vivante. Et heureusement qu'elle est vivante. Et je pense qu'il faut maintenir le débat, maintenir le dialogue. Parce que c'est à partir du moment où on ne dialogue plus que là, on devient radical. Mais c'est pour ça, parlons vrai, c'est le slogan de Sud Radio. Malik Bezou, qu'est-ce que vous voulez répondre à Patricia? Je considère que Patricia elle a un point de vue qu'elle nous présente et je m'incline, je le respecte tout à fait. J'ai pas grand-chose à redire. Elle pose d'ailleurs au fond la question de Patrick Simon, le sociodémographe qui remet en cause l'étude dont on parle aujourd'hui, qui est comment on définit la radicalité. C'est tout le cœur du problème. Si on prend des seuils très bas, tout le monde est radical. Si on prend des seuils très haut, finalement, cette radicalité diminue comme peau de chagrin. C'est
tout le problème de la définition même de la radicalité. Et c'est un vrai problème, c'est compliqué. Alors, on a un commentaire assez intéressant sur Twitter. Alors, c'est un pseudonyme, politique issu. Ou issues. Là, c'est de l'anglais. Je pense que du coup, on est en anglais. Qui nous dit oui pour tous ceux qui baignent. Donc, il répond à la question y a-t-il une tentation radicale chez les jeunes Français musulmans ? Il nous dit oui pour tous ceux qui baignent dans un environnement idéologique porté sur une lecture politique de l'islam, c'est-à-dire totalitaire de la religion. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène-là de lecture politique de la religion, notamment chez les néo-convertis Et je voudrais revenir sur une chose, quand on entend, alors j'avais préparé des sons, mais on n'a pas le temps de les passer, quand on entend l'imam de Villetaneuse qui disait que ceux qui mangent des porcs se comportent comme des porcs, ou l'imam de Brest qui défend des enfants disait, l'imam de Brest, non c'était Villetaneuse, et l'imam de Brest disant à des enfants que la musique c'est shaitan, c'est-à-dire que c'est diabolique, et qu'il ne faut pas écouter de la musique, sinon on se transforme en singe et on va sous la terre. Est-ce que ça crée pas de la radicalité, comme le dit, c'est politique issues? Alors, je vais faire un peu de pub pour ce que j'ai écrit pour Fondapol, Crise de la conscience arabo-musulmane, où j'explique effectivement que le monde musulman, arabo-musulman globalement, est en crise, qu'il stagne depuis des siècles, et aujourd'hui on a une lecture malheureusement salafisante ou wahhabite et des textes, et c'est pas très étonnant que ces imams que vous citez développent de tels discours qui sont révélateurs de la décadence du... C'est hallucinant de dire ça devant des enfants, que la musique c'est diabolique. Mais c'est révélateur de la crise de civilisation, de la crise théologique que traverse l'islam. Et moi, je suis d'accord avec Azif Arif. Tout à fait, quand il dit qu'on a aujourd'hui besoin de sérénité, il faut essayer de comprendre pourquoi on en est là. Si on se jette des anathèmes les uns sur les autres, finalement, on verse dans un sectarisme qui nous amènera nulle part. Il faut impérativement qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Nous sommes des êtres doués de raison, essayons de comprendre pour trouver des solutions. Mais il faut arrêter avec les accusations sectaires, tu penses pas comme moi, tu es donc forcément plus ou moins radical. Enfin, l'idée c'est, voilà, essayons de comprendre pourquoi on en est là. Azif Arif, quand vous entendez des prêches, on a parlé de l'imam de Villetaneuse qui disait que ceux qui mangeaient du porc se comportaient comme des porcs, que la musique c'était diabolique. Bon. Ça crée peut-être de la radicalisation. Mais évidemment que ça crée de la radicalisation, et puis je pense que celui qui a fait ce prêche n'est pas vraiment intelligent, quoi. Je veux dire, il y a plein d'autres manières d'amener. Un scientifique comme Malik Bezou risque de vous dire la même chose. Bon. Oui. Mais ça paraît hallucinant que cet homme-là ait une possibilité de s'exprimer, surtout pour dire des choses pareilles. Enfin, excusez-moi de... Vous savez, j'étais à un moment donné sur une chaîne voisine. Alors, je ne veux pas défendre ici l'imam de Brest. Je préfère vous le dire dès le départ. Je ne suis pas d'accord avec ses idées. Maintenant, si on prend le débat un peu de haut, et qu'on essaye de réfléchir un petit peu, ce gars-là, il a tenu une parole choquante, que je ne partage pas, évidemment, et une personne avait dit justement ça, c'était un spécialiste de la radicalisation qui avait dit, écoutez, ces paroles sont nauséabondes, sont inacceptables, ce que vous voulez, mais quelque part, elles relèvent de la liberté d'expression. Certes, elles sont nauséabondes, mais elles relèvent de la libre expression et la libre expression de ses opinions de pensée. Maintenant, enseigner ça à des enfants, je ne suis absolument pas d'accord. C'est vrai que ça concourt à... D'abord, ça discrédite l'islam dans son ensemble, j'ai envie de vous dire. Parce que ce type de prêche, en fait, c'est pas les prêches que l'on entend dans les mosquées en général. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est pas parce que l'imam de Brest ou l'imam de Villetaneuse a dit un truc que c'est légion parmi tous les musulmans. Parmi les musulmans, il y a des... Mais du coup, Azif Arif se pose une nouvelle fois la question de l'encadrement de la religion musulmane en France. Comment est-ce qu'on fait pour que, justement, des personnes comme ça je ne pense pas que l'encadrement... n'aient pas voix aux prêches. Enfin, la première des choses, c'est que les journalistes fassent le travail inverse également, aillent voir les mosquées qui prêchent des choses qui sont en antinomie totale avec ces gens-là. Et je vous assure qu'il y en a énormément. Combien il y a de musulmans qui prêchent le dialogue interreligieux? Combien il y a de musulmans qui essayent tous les jours de faire un... On a eu l'exemple avec Samy au Standard. Oui. Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, est par exemple une des personnes qui avait taillé l'imam de Brest à l'époque. Je vous posais une question, on en a parlé parce qu'on vous met en cause sur Twitter. C'est Sylvie qui dit « Azif Arif, l'islamiste qui veut voiler les enfants, vous n'avez que cet extrémiste à interviewer, vous voulez répondre ».
Alors oui, je voudrais répondre à ça. D'abord, je suis pas extrémiste parce que ça se saurait, et je suis ni islamiste parce que mes parents ont quitté le Pakistan sous un régime d'islamistes, justement, et ils ont fui les persécutions dont ils ont fait l'objet. Je rappelle que je suis quand même de la communauté musulmane ahmadiyya au passage, et donc que je ne peux pas être islamiste. Je confirme. Voilà, c'est un peu compliqué. Ensuite, la deuxième chose, c'est que en réalité, cet article a été tiré d'une émission qui est dédiée aux musulmans, uniquement aux musulmans, où 2 personnes répondaient à une question. Et ces 2 personnes ne s'appelaient pas Asif Arif. Moi, j'étais simplement là, je hochais de la tête, et je pense même que je ne hochais même pas de la tête. Et ces 2 personnes ont dit tout de même qu'il faut respecter la neutralité, et notamment le fait que lorsqu'il y a une loi qui prohibe les signes ostentatoires, il faut la respecter. Donc je pense que tout cela est un ramassis de mensonges, et il ne faut pas tomber dans ces facilités d'usage et jeter l'anathème islamiste sur les gens. Quand vous posez la question, vous allez réagir, c'est pour ça, et c'est tout à fait normal. Et je vous remercie. Sur Sud Radio. Sur Sud Radio. Et je remercie Sud Radio pour ça. Merci Asif Arif, auteur de Outils pour maîtriser la laïcité, publié à la boîte à Pandore. Malik Bezou, auteur de France Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb. Je vais y arriver. C'est l'heure du Loft Music de notre ami Yvan Cujous, et ce soir c'est le festival Chantons sous les pins. Restez bien sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio.